Alors, c'est vrai que le chiffre, il a surpris. Je pense que je ne dois pas être le seul. L'inflation qui a rebondi en France au mois d'août, on a eu les chiffres la semaine dernière, 4,8% en glissement annuel au mois d'août, après 4,3%, ce sont les chiffres de l'INSEE. En cause, manifestement, la hausse du prix de l'énergie, mais peut-être pas seulement. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le Charles monde. Sana, content de vous retrouver, ça va? Bah, ça va bien. Content Bon, aussi de retrouver cette émission hebdomadaire. bon, avec grand plaisir. Quotidienne pour vous et hebdomadaire, quotidienne pour Hebdomadaire nous pour et moi, pour les... quotidienne pour vous. Voilà. Absolument. Bon, déjà, juste une petite question là, Charles. Pourquoi déjà l'écart entre les chiffres INSEE? L'INSEE nous dit 4,8% d'inflation en glissement annuel le mois d'août. Et Eurostat, qui est l'indice européen, qui là pour le coup parle d'un point de plus, quasiment 5,7%. C'est des chiffres harmonisés qui permettent de comparer l'inflation entre les différents États de la zone euro. Ça fait quand même un petit point d'écart, un gros point d'écart. Qui a raison entre Eurostat et l'INSEE? On a 4,8% ou 5,7%? Pardon, c'est quand même une petite nuance, hein. Oui, c'est une sacrée nuance. Et si on fait en pourcentage d'inflation, c'est très significatif. Alors, c'est Eurostat qui a raison. Pourquoi c'est Eurostat qui a raison? Parce qu'en fait, Eurostat nous sort des données qui sont harmonisées, donc qui nous permettent effectivement de faire une comparaison. Chaque pays, globalement, a un petit peu sa définition de l'inflation avec ses petits paniers, ses machins, ses trucs. Alors, l'inflation Eurostat, on peut la discuter, on peut la critiquer également dans son mode de calcul, mais son immense intérêt, c'est que c'est la même définition, le même mode de calcul pour l'ensemble des pays. Donc moi, je me base très clairement sur l'inflation Eurostat. Alors après, ça ne change pas grand-chose dans la tendance, ça change le chiffre, mais ça ne change pas la tendance. L'inflation française, il repart à la hausse. Alors, il n'y a rien d'étonnant à cela. C'est assez logique, si vous voulez, si là aussi on compare par rapport aux autres pays européens, vous avez eu un choc inflationniste très violent dans l'année dernière, et ce choc inflationniste violent l'année dernière, il a été atténué par un certain nombre de politiques de bouclier énergétique, bouclier tarifaire, bouclier tout ce que vous voulez en France, et donc les pouvoirs publics ont dépensé quelques dizaines de milliards d'euros, une quarantaine de milliards d'euros l'année dernière, pour atténuer le choc inflationniste sur l'année 2022-2023. Ça n'a pas été le cas dans d'autres pays européens. Donc, basiquement, pour vous la faire très très courte et pour vous donner le raisonnement, soit c'était plus 10% d'inflation l'année dernière, soit c'était 2 années à plus 5, quoi. Donc, mais à l'arrivée, l'inflation, elle est là, et à partir du moment où on ne peut pas faire un quoi qu'il en coûte anti-inflationniste éternel, eh bien, la seule chose que puissent faire les pouvoirs publics, c'était d'accompagner, on va dire par itération et progressivement, cette inflation pour qu'elle soit moins violemment ressentie. Mais enfin bon, tout ça ne change rien à l'arrivée. Vous aurez la même inflation en France qu'en Allemagne. Elle sera de l'ordre de 10 à 20%, étalée sur 3 ans sans frais ou paiement tout de suite, mais à l'arrivée, le taux est identique. Donc ça, c'est déjà un des premiers éléments explicatifs. Puis l'autre élément explicatif, vous l'avez évoqué David, c'est évidemment le rebond des prix d'énergie. Voilà, donc l'énergie, effectivement, le baril de Brent qui a pris entre 15 et 20% depuis le début de l'été. Et puis le bond de 10%, et c'est ce que vous dites, des tarifs réglementés au 1er août sur l'électricité. Voilà, tout ça nous explique effectivement. Donc cette hausse de 4,3-4,8%, ce rebond d'inflation en France au mois d'août par rapport à juillet, ça vient encore une fois de l'énergie et de la fin, pour partie en tout cas des tarifs réglementés, d'une hausse des tarifs réglementés sur Et c'est l'énergie. ça David, Après, voilà, on se dit quoi? absolument. On se dit c'est un mauvais signal, encore une fois, c'est une inversion de courbe, ou on se dit c'est juste un rebond passager, Ah ou non, est-ce non, qu'il y a d'autres c'est rebonds ponctuels possibles, ou est-ce qu'on est vraiment sur une tendance, le reflux de l'inflation qui était largement, je ne sais pas, il y a un an on était à 8 et quelques, on était à 10 aux États-Unis, est en train de refluer lentement, mais certes, mais ça reflue. Non, moi je reste convaincu que ce retour de l'inflation, vous savez, on nous a dit c'est transitoire, c'est persistant, puis maintenant il y a le rebond du rebond de l'inflation persistante qui n'est pas transitoire. Bon, nous sommes rentrés dans un monde qui est devenu inflationniste alors que nous étions et nous avons vécu ces 20 à 30 dernières années dans le monde déflationniste de la mondialisation. Il faut vraiment comprendre ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des années de récession avec des inflations basses et puis des années un peu plus de croissance avec des inflations plus hautes. Simplement, l'objectif d'inflation des banques centrales qui est aux alentours de 2%, il va être, à mon sens, assez intenable dans les années qui viennent.
et on aura une inflation tendancielle plutôt de 3 à 4 %. Pourquoi? Parce que fondamentalement, les facteurs économiques inflationnistes ou déflationnistes, les facteurs déflationnistes ont disparu au profit de facteurs inflationnistes. Nous sommes arrivés au bout de la mondialisation. Donc, en arrivant au bout de la mondialisation qui est profondément déflationniste, je délocalise et je ferme mes usines ici pour produire à bas coût là-bas, je réimporte moins cher, je détruis de l'emploi ici. Bon. Donc, tout ça, la mondialisation est par nature très déflationniste. À partir du moment où vous parlez de relocalisation, à partir du moment où vous parlez de démondialisation, à partir du moment où vous parlez de tensions géopolitiques entre, on va dire basiquement, l'Ouest et les BRICS, vous créez des facteurs inflationnistes. À partir du moment où vous parlez d'une raréfaction des ressources, vous avez un facteur inflationniste. C'est plus l'abondance à pas cher. À partir du moment où vous avez une augmentation tendancielle et structurelle de l'énergie, parce que vous avez raréfaction de l'énergie et transition écologique vers des énergies décarbonées. Énergie décarbonée égale énergie moins abondante et surtout très chère et beaucoup plus chère. Donc, inflationniste. Donc tout ça, David, et je vous passe la transition énergétique qu'on fait tous au même moment, avec tous les isolations par la façade et machin, donc tension sur des matériaux, tension sur l'emploi, donc facteur inflationniste. Donc vous êtes partis, nous sommes partis pour vivre une dizaine d'années au moins, non pas dans une période d'inflation structurellement basse, mais dans une période d'inflation structurellement plutôt élevé, avec momentanément des chocs plus ou moins importants. Alors, le Covid a été un choc, la guerre en Ukraine a été un autre choc inflationniste, mais demain, vous allez avoir des tensions très fortes sur l'énergie. Je vous rappelle juste quand même, on a le cas avec l'OPEP là, mais qui a augmenté ses tarifs et tout de suite on voit l'impact des prix à la pompe, mais ça va plus loin que ça. Ça va se reproduire et ça va se reproduire au fur et à mesure que les ONG attaquent des grandes compagnies pétrolières comme Total et les autres pour inaction climatique ou ce genre de choses. Bon, et donc on est en train de gérer en extinction les énergies carbonées, ce qui veut dire que plus on va avancer dans le temps, moins on aura de disponibilité d'énergie carbonée, c'est-à-dire basiquement de pétrole et de carburant, et de gaz, et ça veut dire que ça va devenir de plus en plus cher. Mais les énergies renouvelables sont de plus en plus chères aussi. Donc, nous allons vers des chocs énergétiques qui vont être structurels et qui vont être importants. Donc, la transition énergétique, la raréfaction des ressources, l'économie décarbonée, l'économie circulaire, l'économie de relocalisation, etc. Tout ça, c'est profondément inflationniste. Et ce, de manière structurelle. Après, conjoncturellement, on voit bien que toutes les composantes en France, je parle de la France, de l'inflation, continuent de décélérer. Ça ne baisse pas, mais ça accélère moins vite. Ça, on peut le saluer. Dans les services, dans l'alimentaire. Alors, l'alimentaire, vous me direz, on était à 16% en mars, on est à 11% aujourd'hui en glissement annuel. Mais voilà, mais ça décélère. Oui, mais enfin, on peut le saluer ou pas le saluer. Ça, si vous voulez, c'est ni une bonne nouvelle ni une mauvaise nouvelle. C'est juste une information. Moi, je dis qu'en termes d'anticipation économique, que ce soit pour l'évolution future de nos taux d'intérêt, que ce soit pour le service de la dette, que ce soit pour nos impôts futurs, que ce soit pour nos allocations d'actifs en tant que gestionnaire de patrimoine, de nos patrimoines personnels, je vous dis que nous sommes rentrés dans une période d'inflation structurellement beaucoup plus élevé. Ça veut dire que nous allons avoir un réajustement de la valeur d'un certain nombre d'actifs. Les actifs qui valent de l'argent en période d'inflation ou de déflation, c'est pas du tout les mêmes. Nous allons avoir des changements qui vont être assez importants, assez brutaux. Et puis ça veut dire aussi que les gens, ceux qui nous écoutent, nos spectateurs, doivent avoir une conscience aiguë de la nécessité de gérer leurs revenus, la valeur de leurs revenus, leur employabilité, parce que nous sommes dans un monde qui a changé. Et donc ça, je crois que c'est très 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 important de le dire, au-delà même du chiffre que vous avez, ça décélère, oui, mais ça décélère, mais David, vous l'avez dit, 11% sur l'alimentaire, ça reste très élevé, et puis 4 ou 5%, même si on vient de 7 ou 8, c'est moins, mais ça reste très élevé, ça reste très, très conséquent. Et ce n'est pas terminé. Et quand bien même nous connaîtrions un fort répit, et imaginez qu'on retourne sur une inflation à 2% pendant quelques mois parce qu'on aurait une récession forte en Europe, ce qui est tout à fait possible, encore une fois, tendanciellement, ça ne change rien
aux éléments structurels que je viens d'évoquer et qui sont profondément inflationnistes sur le long terme. J'attends de voir, on se quitte là-dessus, j'attends de voir quelles seront les réactions. On a eu des discours très fermes à Jackson Hole de Christine Lagarde et de Jérôme Powell sur le fait qu'il restait encore du pain sur la planche et qu'il fallait que l'inflation revienne dans son lit, en tout cas dans cet objectif de 2%. Vous savez, c'est exactement la même chose que pour les ZFE. On va dépolluer les villes et on va interdire tous les critères 3. Bon, et bien finalement, on va rien interdire du tout parce qu'on ne peut pas changer les camionnettes de tous les artisans et que si vous voulez changer les fenêtres et mettre de l'isolation par la façade, vous n'allez pas le faire en livrant tout ce matériel par trottinette électrique. Donc déjà, à un moment donné, il faut pouvoir rentrer avec des camions et des camionnettes. Et les camions et les camionnettes qui transportent des fortes charges, c'est du diesel, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et on ne peut pas changer toutes les camionnettes en claquant des doigts. De la même manière que d'ici 2025, on va interdire 2,5 millions de logements G. Mais vous allez voir ce que vous allez voir, nous avons un discours très très autoritaire. Bon, sauf que 2025, c'est dans 15 mois. Et d'ici 15 mois, je peux vous révéler un truc, mais c'est un scoop énorme, David. Même le gouvernement n'est pas au courant. On ne pourra pas rénover 2,5 millions de passoires thermiques en 15 mois. On n'a ni le matériel, ni la main-d'œuvre, ni le nombre suffisant de camionnettes, ni tout ce que vous voulez. Puis en plus, tous les autres pays le font en même temps. Donc, il y a des fortes tensions sur les matériaux, donc de l'inflation et des prix. Donc, ils seront obligés de revoir ça. Ouais. Ils seront obligés de revoir ça. Et les banques centrales, c'était pour vous faire l'analogie, elles seront obligées face au mur de la réalité inflationniste de revoir leur objectif. Donc les banques centrales dans les 10 ans qui viennent ne pourront en aucun cas maintenir un objectif d'inflation à 2% parce que la réalité économique fera que structurellement l'inflation, elle ne sera pas de 2%, mais elle sera plutôt de 3 à 4% au moins. Et donc il va falloir qu'elles relèvent leur objectif d'inflation à 3 ou 4%. On n'en est pas encore là. Mais on va y arriver peut-être. On aura l'occasion d'en reparler et de chroniquer tout ça parce qu'on va voir petit à petit le discours s'infléchir pour une raison simple, David. C'est que, et je pense que ce sera la BCE qui infléchira son discours la première, on a un immense problème, évidemment, de dette publique. 3015 milliards d'euros pour la dette française. Alors, arrondissons à 3000 milliards. 3000 milliards à 5%, c'est 150 milliards d'intérêts de la dette chaque année. Alors, vous savez, la maturité de la dette, ça va mettre du temps à augmenter, mais imaginons que dans 10 ans, les taux soient toujours à 5% et que la totalité de la dette soit à 5%. Ça ferait 150 milliards d'euros. C'est 3 fois le budget d'éducation nationale. C'est intenable pour les finances publiques, donc on sera obligé de revoir les objectifs. Je crois que c'est 2 fois et pas 3 fois. Bon, on en reparle tranquillement une prochaine fois. Merci beaucoup. On laisse les auditeurs vérifier et puis mettre le vrai chiffre dans les commentaires. Merci beaucoup, Charles Sana. Tous les lundis sur Boursorama, fondateur du site Insolentiae. Salut, merci beaucoup. Merci David, merci à tout le monde.